travaille sur les questions de perception, d'imaginaire, des rapports de l'homme à la nature, particulièrement l'homme animal. Et donc, je travaille beaucoup plus sur euh, tout ce qui est discours, tout ce qui est interprétation et analyse de, de perception. Et donc, je travaille également sur les questions de conflit homme-faune au niveau des parcs nationaux du Gabon. Euh, les parcs nationaux du Gabon, je vais rapidement venir sur le logo avec le bongo là et la feuille, c'est les parcs nationaux du Gabon, c'est le logo des parcs nationaux du Gabon. Et le logo à côté avec la case et l'arbre et la petite famille, c'est l'ONG dont je suis cofondatrice, ça s'appelle Terre et Communauté, qui travaille sur tout ce qui est conservation, développement local et gestion de conflits avec les communautés locales, surtout dans la zone rurale au Gabon. Donc, ma présentation va porter essentiellement sur la gouvernance et la gestion de conflits hommes-faune. On a tendance à oublier la partie gouvernance et on s'attaque directement aux solutions, sachant bien que, ou oublions souvent que les solutions doivent être normalement encadrées par des dispositifs, autant bien juridiques, institutionnels et tout ce qu'il y a comme règles de coordination et de communication. Donc ça, c'est une brève présentation du Gabon. Ça, ce sont les parcs terrestres uniquement qui sont là, mais nous avons aussi des parcs marins qui ne sont pas représentés sur cette carte. Le Gabon a plus de 70% des éléphants de forêt et donc à peu près 95 000 spécimens aujourd'hui, selon le rapport de 2021 coécrit ou co-mené par ANPN, WCS. Et donc le conflit homme-éléphant au Gabon ou conflit homme-faune est national. Euh, on a à peu près 22 000 plaintes entre 2017 et 2022. Donc, la définition de la gouvernance, on va euh, la définir comme étant un ensemble de politiques dans un domaine distinct, un ensemble de règles et normes, un ensemble de processus et de décisions, un ensemble d'acteurs également. Donc, au-delà des politiques, il y a également des acteurs qui doivent mettre en musique ou en branle ces politiques. Donc, les acteurs peuvent être des gens, des institutions, des ONG, des communautés locales, des chercheurs, et toute la communauté entière. Donc, je veux essayer de montrer brièvement l'évolution historique de tout ce qu'il y a comme loi en termes de gestion de l'environnement, de la faune et tout ce qu'il y a comme loi sur l'environnement au Gabon. Donc, la conservation date au-delà du fait que la conservation soit ancrée dans les mœurs de Gabonais. Chaque Gabonais nomme les espaces environnementaux, donc les rivières, enfin les cours d'eau, les arbres, les animaux, ils sont nommés dans les ethnocultures gabonaises, mais on va avoir la colonisation, le début de le début de la conservation moderne va arriver avec la colonisation. Donc en 1946, le Gabon a sa première aire protégée, qui est la réserve de faune de Lopé-Okanda, qui est devenue aujourd'hui un parc national et un patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on l'a en 1945, 46, et on a aussi le petit Luango au niveau de la brigade de Sétékama, qui est aujourd'hui dans le parc national de Luango, au sud du Gabon. Et on va avoir un premier décret qui va porter sur la suspension de la grande chasse en 1981. Et donc là, on commence à rentrer dans les aspects de gestion de la faune. Donc en 1981, on a le premier décret de suspension de la grande chasse sur l'ensemble
de la grande chasse sur l'ensemble du territoire. Et en 1989, on a l'interdiction de la grande chasse sur l'ensemble du territoire gabonais. Donc, quand on dit grande chasse, on parle des espèces qui aujourd'hui sont intégralement protégées, notamment les éléphants, les buffles, les grands singes. Donc, leur protection ou leur interdiction d'abattage date de 1981. Donc, on va aussi ratifier une convention, celle du commerce international des espèces fauniques et des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, donc en 1989. Et on a un décret fixant également les périodes d'ouverture et de fermeture de chasse en 1994. Donc, les communautés gabonaises doivent maintenant se soumettre à un calendrier de chasse. Il y a une ouverture de chasse et il y a une fermeture de chasse à partir de 1994. Et la loi qui porte sur le code forestier également va donner des spécificités sur certaines conditions d'abattage de certaines espèces. Après, en 2007, on a la loi sur les parcs nationaux. En 2011, on va avoir l'interdiction de chasser les éléphants ou non, l'interdiction, on va avoir la protection intégrale de l'éléphant. Donc, puisqu'on travaille beaucoup plus, le conflit au Gabon est beaucoup plus orienté sur l'éléphant, même si les autres espèces sont aussi incriminées, mais il est beaucoup plus porté sur l'éléphant. Et donc, le décret de 2011 va déterminer les modalités et des infractions liées à l'abattage des éléphants. Donc, en 2011, il va avoir interdiction de détenir et de transporter ou de commercialiser les espèces animales sauvages et les produits de chasse. Donc, certains produits de chasse comme l'éléphant, le gorille, le chimpanzé, le lamantin, les hippopotames. Et donc, on a une gouvernance qui se poursuit avec 1994, on a la fermeture de la grande chasse. Et donc là, on, on- on commence à avoir en 1994, autant pour moi, on a déjà le calendrier de chasse. Et donc, on va avoir des tensions qui vont être des tensions latentes entre les communautés locales et les agents en charge de la conservation de la biodiversité, notamment la faune. Et la réglementation et le classement dans les latitudes d'abattage des espèces aussi relatives au classement. Il y a la latitude d'abattage des espèces animales et la mise en annexe 1 de l'éléphant qui vont susciter des vives discussions dans les communautés, surtout au sein des communautés des chasseurs. Et donc, la conséquence, c'est un changement de perception de l'animal qui devient très protégé avec un dispositif sécuritaire important et, et avec des répercussions aussi importantes et visibles. Donc, les, excusez-moi. Les influences de la gouvernance sur la biodiversité vont être très perceptibles et palpables. On va avoir des ripostes. Donc, un éléphant qui vous agresse ou qui détruit vos biens va être tué ou va être pris en représailles, va avoir des représailles. Et donc, on va avoir ici, par exemple, on a à peu près euh, des éléphants qui sont classés par province et qui ont été tués enfin, les espèces fauniques, parce qu'il n'y a pas que l'éléphant, il y a aussi le gorille et les panthères. Donc, ces espèces fauniques vont subir la représailles de la part des communautés locales à cause aussi de l'influence de la gouvernance. Donc, on a un dispositif qui tend à protéger la faune, mais derrière, on aura des ripostes ou des réponses des communautés locales face à ce dispositif ou face à tout ce qu'il y aura comme dégâts liés à la faune. L'influence de la gouvernance. Donc, le décret de janvier 2011 va perturber la partie, en fait, une partie de la communauté.
les chasseurs. La chasse est un travail. Donc, la chasse est un travail surtout en zone rurale et les zones, par exemple, les zones urbaines reçoivent beaucoup de produits phoniques qui sont chassés en zone urbaine. Et donc, il va avoir un impact à la fois sur les chasseurs, les commerçants et toute la chaîne d'utilisateurs de gibier. Et donc, on va avoir une prolifération de plaintes. Un éléphant qui passe juste à côté de vous, vous allez vous plaindre. Un éléphant que vous apercevez, il cause un danger parce que il y a un imaginaire qui est un imaginaire renforcé par un dispositif moderne, un dispositif de sécurité moderne et qui va influencer les perceptions sociales locales. Et donc, la conséquence, c'est une prolifération des conflits dû à certaines lois ou certains décrets, le rejet de mesures aussi proposées par l'État. Il y a aussi une absence de coordination entre les bénéficiaires. Par exemple, pour le cas des clôtures électriques, on va avoir l'abandon parfois ou le dédouanement des bénéficiaires vis-à-vis de certains dispositifs que propose l'État pour contrer les conflits hommes-éléphants. Conséquence de la gouvernance, c'est la légitime défense. Les éléphants vont s'attaquer à la faune, ils vont commencer à abattre les animaux à cause des dispositions qui sont parfois très rigoureuses vis-à-vis des communautés. Et donc, la bonne partie aussi de la gouvernance, c'est quand il y a une bonne gouvernance, il y a aussi une coordination institutionnelle qui est fluide, il y a une communication très claire, il y a un partage d'informations entre les institutions et tous les acteurs. Mais on peut aussi avoir le contraire de toutes ces choses que nous venons de citer si la gouvernance est opaque, si la gouvernance est peu comprise, on peut avoir une mauvaise coordination institutionnelle, une mauvaise communication et pas de partage d'informations du tout. Donc, bonjour, bonjour. Le conflit au Gabon est au niveau institutionnel. Donc, qui dit niveau institutionnel dit niveau étatique. Et donc, les attentes sont orientées vers l'État. L'État, c'est lui qui a pris l'engagement de protéger la biodiversité ou la faune. C'est à l'État de trouver des solutions. Parce que en ce moment, le conflit homme-faune est au niveau institutionnel. Donc, la conséquence, lorsque le conflit est au niveau institutionnel, c'est qu'il y a des revendications incessantes qui sont orientées vers l'État. Ici, cette photo présente en fait une marche qui avait été entreprise par les femmes d'un village du Gabon, dans le nord-ouest du Gabon, revendiquant des dédommagements liés aux pertes de leurs biens. Donc, il y a un manque d'implication de la communauté. Il y aura une faible prise d'initiative venant de la communauté du fait que le conflit soit au niveau institutionnel. Et donc, les solutions envisagées, on a des dialogues permanents avec les communautés locales, on a des discussions entre institutions et il y a également la collecte de données comme solution envisagée. Parce que pour mieux gérer une problématique, il faut que vous ayez des données relatives ou sur cette problématique. Donc, on va avoir un répertoire de données, notamment sur les agressions, les cas d'agression qui se sont passés. Entre 2022 et 2024, on va avoir un répertoire, les décès, les agressions liées à la faune, 2020 et 2024, autant pour moi. On va avoir des expériences, on va mener des expériences dans les champs, dans les villages, pour essayer de comprendre si ces solutions marchent ou pas, pour essayer d'endiguer les conflits hommes-faune. Donc, les clôtures à cendres, on va les essayer autour des champs, mais avec une méthodologie bien spécifique. On a aussi des cartouches à piment, zinc et puis caoutchouc qu'on va aussi essayer et chaque technique a bien des exigences méthodologiques
bien respectées. Et donc, on a aussi essayé des ruches, mais les expériences, en fait, des ruches, c'est beaucoup plus Dr. Johnson, Dr. Steve Gama, et je pense qu'il y a son collaborateur qui va être aussi présentateur. Donc, ils ont beaucoup plus d'expérience sur les ruches par rapport aux éléphants. Et au niveau du Gabon, enfin, au niveau du gouvernement, il y aura la mise en place des clôtures électriques. Donc, les clôtures électriques, on va commencer par ici, ça c'est la grande clôture. C'est une clôture stable, on va dire, euh, c'est une clôture dite communautaire fixe et qui nécessite des méthodes de sédentarisation. Donc, on va déjà encore aller vers la sédentarisation, alors que nous, on est dans une euh, agriculture itinérante sur brûlis qui nécessite des déplacements, mais les clôtures ici, les grandes clôtures par exemple, vont nécessiter qu'il y ait sédentarisation des agriculteurs. Et donc, il faut avoir des appuis techniques pour pouvoir amender les sols, pour pouvoir former des gens sur des techniques durables en termes d'enrichissement des sols. Et après, on s'est rendu compte que les techniques, les clôtures par exemple dites fixes et communautaires, ont beaucoup de paramètres à prendre en place, à prendre en compte, notamment les techniques de sédentarisation et le partage d'un espace commun. Et donc, le partage d'un espace commun cause aussi des problèmes parce que dans l'imaginaire gabonais, les forêts sont lignagères. Donc, vous travaillez sur les terres de votre lignage, de votre famille, et donc ce n'est pas n'importe qui s'introduit sur vos terres. Et donc, les aspects fonciers obéissent à des aspects sociaux qui sont des règles qui peuvent être liées à la natalité, qui peuvent être liées à la résidence. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit venir s'associer avec n'importe qui pour pouvoir faire des agriculteurs, pour pouvoir faire l'agriculture si vous n'êtes pas invité. Donc, cette clôture, ce modèle de clôture électrique est aujourd'hui beaucoup plus orienté vers les grandes coopératives et pour les familles et les individus, on a opté pour ce modèle qui est modèle de clôture dite individuelle ou mobile qui va tenir compte de l'itinérance. Donc, après la première récolte ou la saison 1-2, vous allez déplacer vos équipements et en faire une nouvelle clôture pour pouvoir obéir à la culture de l'agriculture au Gabon. Donc, l'autre décret, ou encore l'autre méthode de gouvernance ici, le, c'est le décret sur les indemnisations. Donc, les indemnisations ont un décret, mais qui est du ressort du ministère de l'Agriculture. Et ce décret insiste sur le caractère volontaire de destruction. Donc, ici, le décret dit qu'il fixe le barème d'indemnisation à verser en cas de destruction volontaire de cultures de bétail, de bâtiments, d'élevage, etc. Et donc, on a les animaux qui sont privés de conscience, mais on a un décret qui insiste sur le caractère volontaire. Et donc, comment travailler dans le cas des indemnisations liées à la faune avec un décret qui est porté ou qui met un accent sur le caractère sur la destruction à caractère volontaire. Donc, on est là dans les discussions entre institutions. Est-ce qu'on revoit le barème? Est-ce qu'on revoit ce décret? Est-ce qu'on l'abroge? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ce décret, il tient parce qu'il y a aussi des destructions pour cause d'utilité publique. Et donc, il est mieux appliqué pour des destructions pour cause d'utilité publique. Mais lorsqu'il y a des destructions par des animaux, comment fait-on pour l'appliquer, étant donné que ce n'est pas une destruction à caractère volontaire? Et donc, les indemnisations ne vont pas évidemment obéir à ce décret. Et donc, comme qu'ils n'obéissent pas à ce décret, ils sont moins
agencé, moins structuré, et donc ça pose beaucoup plus de problèmes en termes de suivi déjà de dégâts, parce que pour indemniser quelqu'un qui vient se plaindre pour la perte d'un champ, il faut que vous ayez fait un constat pour effectivement vous assurer qu'il s'agit de destruction d'un chimpanzé ou d'un éléphant ou d'un buffle, et que vous ayez aussi le nombre de pieds de la culture et que vous ayez des spéculations qui ont été détruites et que vous ayez aussi la zone. Et donc, lorsqu'il y a plainte, il n'y a pas automatiquement, comment ça s'appelle, constat. Et donc, s'il n'y a pas automatiquement constat, mais il y a plainte, et moi, j'espère toujours, moi, en tant que communauté locale ou habitant de la zone rurale, j'ai déposé ma plainte, j'espère toujours qu'elle sera prise en compte. Mais je n'ai pas forcément tous les revers de, ou encore tous les contours de la question qu'il y a au niveau administratif. Et donc, il y a forcément des revendications qui sont incessantes en termes où il y a des insatisfactions en termes de paiement lorsqu'il y a indemnisation ou remboursement. Maintenant, au niveau du Kenya, et je pense que ma collègue est là, Shebe, Betty, ils ont ce qu'ils appellent aussi la consolation. Parce que l'indemnisation, peut-être que ce serait très difficile à faire, mais ils ont ce qu'on appelle la consolation. Est-ce que le Gabon va aller vers la consolation des victimes? Parce qu'en 2023, on est allé vers l'assistance des victimes de conflits hommes-femmes. On n'a pas fait, le Gabon n'a pas fait d'indemnisation parce que le décret posait déjà polémique. Il n'y avait pas d'entente entre institutions. Par rapport à l'application du décret et les coûts liés à ce décret-là sont vraiment énormes et ce serait très difficile de l'appliquer sur les dévastations, des destructions à caractère volontaire. Est-ce que le Gabon va réfléchir sur la possibilité de s'orienter vers la consolation ou va rester sur les indemnisations ou va aller vers l'assistance? Donc, c'est encore des discussions qui sont au niveau institutionnel pour pouvoir assister les communautés lorsqu'elles sont endeuillées par la faune, lorsqu'elles sont blessées, lorsqu'elles sont handicapées également par la faune ou lorsqu'elles elles perdent tous leurs moyens de subsistance et d'autres biens. Donc, voilà un peu résumé ma présentation sur la gouvernance et la gestion des conflits hommes-faune au Gabon. Donc, je vais rapidement résumer en 2 minutes, qu'on a une conservation moderne qui commence à la création des aires de réserve de faune, notamment en 1946 avec la réserve de Lopé au Kanda. Après, on a l'évolution aux parcs nationaux 2000, dans les années 2000, on a les parcs nationaux. Après, on a également la fermeture, la mise en protection intégrale de certaines espèces qui sont aujourd'hui des espèces conflictuelles, notamment l'éléphant, le buffle, les grands singes. Et on a le décret d'indemnisation qui ne tient pas compte normalement du caractère involontaire des animaux. Mais il y a que le conflit homme-faune est grandissant et palpable, même si aujourd'hui, avec des clôtures électriques, on tend vers une atténuation, mais très minime encore. Il faut le dire parce que les clôtures ne couvrent pas encore tout le Gabon et les systèmes, les méthodes traditionnelles sont très éprouvées et en zone rurale gabonaise, il y a aussi peu de jeunes, ce qui fait que donc la mise en branle des techniques traditionnelles qui exigent beaucoup de la présence humaine est souvent limitée. Donc voici résumé ma présentation et merci. J'espère avoir des questions de vous. Merci beaucoup aux uns et aux autres.